Jérusalem-Est, nouvelle pomme de discorde entre les États-Unis et Israël. Vive condamnation de la Maison-Blanche après l'annonce de la construction par Israël de nouveaux logements. Netanyahou rejette ses critiques. Le Parlement turc vote en ce moment pour l'entrée du pays dans la coalition contre les djihadistes de l'État islamique, et ce au moment où la ville kurde de Kobané est sur le point de tomber aux mains de l'EI. Et puis à Hong Kong, l'ultimatum des autorités aux manifestants expire ce soir. Crainte d'une intervention musclée des forces de l'ordre, mais ouverture également d'un dialogue entre les autorités et les contestataires. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Il a donc été question hier soir dans le tête-à-tête à la Maison-Blanche entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama de cette nouvelle affaire de construction de logements à Jérusalem-Est. Un projet engagé il y a plusieurs mois, mais dont l'accord final a été révélé hier, au moment donc où les deux dirigeants se rencontraient. Ils en ont évidemment parlé et le communiqué de la Maison-Blanche a sonné ensuite comme une condamnation de cette nouvelle affaire de construction. On va donc s'intéresser ce soir à ces logements qui sont régulièrement construits à Jérusalem et Jérusalem-Est, notamment la partie arabe de Jérusalem. Quel statut doit avoir justement cette partie de la ville qui est considérée comme la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. On va en parler avec Michel Benami, bonsoir, qui représente justement le Likoud Jérusalem, et Nadia Ellis, bonsoir, vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialiste dans l'interprétation des discours. On retrouvera également nos envoyés spéciaux dans un instant qui sont juste à côté de Jérusalem, Eli Otchenberg, Maxime Pérez et Amjad Abou Arafé, car il y a eu tout à l'heure une illustration de ces tensions qui règnent à propos de Jérusalem-Est. Plusieurs incidents, dont un sérieux, l'arrestation de 2 Palestiniens de 20 ans en possession d'explosifs et d'armes à feu, sans doute un attentat déjoué. On retrouvera donc Maxime Pérez dans quelques instants. This step is contrary to Israel's stated goal of negotiating a permanent status agreement with the Palestinians, and it would send a very troubling message if they were to proceed with tenders or construction in that area. We've criticized individual Jews who bought apartments in an Arab neighborhood. אני לא רואה שום מקום להתנצל על בנייה בירושלים. עם ישראל צריך לבנות בכל מקום בארץ ישראל, ודאי בבירתו בירושלים. Alors, on va d'abord se remémorer précisément les faits. Donc, la construction de ces 2600 logements à Jérusalem-Est qui a été finalisée hier pour ce qui était de l'opération préparatoire. Résumé de cette polémique, nouvelle polémique déclenchée entre Israël et les États-Unis avec Maxime Pérez. Il y a le nucléaire iranien, la lutte contre l'État islamique, mais c'est un projet de construction à Jérusalem-Est qui est venu jeter un coup de froid dans les relations israélo-américaines. En cause, l'approbation de 2600 nouveaux logements à Givat Hamatos, un quartier situé à l'extérieur de la ligne verte, autrement dit des frontières de 1967. Bien que le plan existe depuis plusieurs années, il avait été suspendu il y a un peu plus de 2 ans. Cette mesure est contraire aux objectifs affichés par Israël, à savoir négocier un accord de paix permanent avec les Palestiniens. Un message très troublant serait transmis si des appels d'offres et de construction devaient avoir lieu dans ce secteur. Ce développement ne peut susciter qu'une condamnation de la communauté internationale. Lors de l'entretien à la Maison-Blanche mardi, le président américain Barack Obama n'aurait pas manqué de rappeler à l'ordre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a choisi de lui répondre en s'adressant à la presse américaine. La critique est adressée à l'égard d'un quartier mixte où une partie substantielle des logements est habitée par des Arabes, des Palestiniens qui vivent aux côtés de Juifs.
Qu'importe que le quartier soit mixte, l'organisation La Paix Maintenant s'en tient aux faits et à leurs conséquences. Givat Hamatos se trouve en territoire palestinien. Quand Netanyahou dit qu'il est en faveur d'une solution à 2 États, il faudrait qu'il nous explique comment. Dans le même temps, il peut approuver l'élargissement de colonies et de quartiers dans la partie est de Jérusalem. La polémique est lancée et promet de freiner une éventuelle reprise des négociations de paix. Sur les 2600 logements prévus dans le quartier de Givat Hamatos, 800 seront attribués à des familles palestiniennes. Alors on est là au cœur d'un des problèmes les plus épineux évidemment de ces discussions entre Israéliens et Palestiniens et donc aussi qui suscite la colère de la Maison-Blanche. Michel Benami, il faut expliquer un petit peu pourquoi il y a une différence totale finalement d'appréciation quand on est à Washington ou à Jérusalem de cette affaire de Jérusalem-Est. Vu des Jérusalem, on a l'impression que c'est de l'inconnaissance ou des idioties qui sont dites par la Maison-Blanche quand ça concerne Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Ce n'est pas des implantations, ce n'est pas un territoire qu'on va discuter avec les Palestiniens. C'est le cœur du cœur d'Israël. Dernièrement, la Cour suprême en Israël a déclaré qu'on n'a pas le droit, les Juifs en Israël n'ont pas le droit de refuser de vendre ou de louer leur maison à un arabe, c'est-à-dire un arabe a tous les droits d'acquérir ou d'avoir une maison en Israël. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'un juif ne pourrait pas faire la même chose. On est en plein Israël, le pays des Juifs, le pays d'Israël. Vraiment, pour moi, de Jérusalem, c'est une des plus grosses idioties que j'ai entendues la première fois il y a 3 ans par la Maison-Blanche et maintenant par le président Obama lui-même. Je pense que derrière tout ça, il y a autre chose. On ne parle pas de Jérusalem. On veut mettre sur le plan autre chose pour essayer d'étouffer ce qui nous gêne vraiment en Israël, qui est cet accord entre les États-Unis et l'Iran. Et ça marche, oui. Une fois que le président américain vient et déclare une phrase pareille, ben oui, tout le monde oublie l'Iran, tout le monde oublie même le Hamas et Daesh, qui sont les mêmes pour moi. Et maintenant, on parle de Jérusalem et des émeutes dans Jérusalem. Il y a quand même une vraie différence d'interprétation. C'est-à-dire que pour les Américains, Jérusalem-Est, ce n'est pas Jérusalem-Ouest, ce que les Israéliens ne voient pas. C'est ça ou pas? Mais en fait, c'est exactement ça. Ce qui permet en fait aux Américains de faire ce genre de déclaration et au Premier ministre israélien de répondre de la manière dont il répond, c'est ce qu'on appelle en fait les prémices tacites dans le discours. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un dialogue, qu'on parle de quelque chose, il y a des prémices sur lesquelles on ne va pas revenir à chaque fois parce que ça va de soi qu'on pense la même chose et du coup on avance dans le dialogue. Là est tout le problème. La prémisse tacite de cet échange, qui n'est pas un vrai échange en tout cas, n'est pas la même pour les Américains et pour les Israéliens. Pour les Américains, les territoires qui sont au-delà de la ligne verte, donc des frontières de 1967, sont illégales. C'est pour les Israéliens, ou plutôt pour une partie des Israéliens, pour la droite israélienne, que Jérusalem, c'est une capitale unique et unifiée depuis 1967. Et donc, comme vous venez de le dire, en fait, il n'y a pas de quoi parler, puisqu'on ne va pas parler avec les Palestiniens de ça, ce qui n'est en réalité pas vrai, puisque ça fait partie de toute négociation pour arriver à un accord de paix avec les Palestiniens, le fait de discuter justement du statut de Jérusalem-Est. Donc c'est absolument un sujet de discussion, de négociation avec les Palestiniens. Donc forcément, il y a d'un côté les Américains qui estiment que ce genre de construction est illégal, et donc la prémisse tacite étant que ces territoires n'appartiennent pas à Israël. Du coup, toute construction dessus n'est pas acceptable. De l'autre côté, nous avons un Premier ministre qui glisse en fait sur la prémisse de son côté, qui est Jérusalem nous appartient, c'est la capitale d'Israël. Je ne vois pas pourquoi on ne vendrait pas des appartements à des Juifs si les Arabes peuvent acheter ailleurs en Israël. C'est le même argument que vous venez de répéter. C'est faire semblant, en fait, il n'y a pas de différence entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, ce qui n'est évidemment pas le cas pour tout le monde, en tout cas, étant donné que, encore une fois, la prémisse n'est pas la même pour les deux côtés. Mais alors, quand Netanyahou dit, oui, mais en même temps, c'est un projet qui va servir à la fois aux Juifs et aux Arabes, puisque des Arabes seront aussi destinataires de ces logements. Ça, c'est une façon de dire... Non, c'est quelque chose que pour nous en Israël, c'est tellement trivial. Tout ce qui est en Israël à vendre ou à faire peut faire partie des Juifs ou des Arabes habitants d'Israël. La seule chose qu'on n'arrive pas à comprendre de l'autre côté, c'est que l'État d'Israël a décidé à un moment ou à un autre, que ce soit son gouvernement et le gouvernement de droite, que même si Israël, c'est le pays des Juifs et les frontières d'Israël ont toujours été connues depuis la nuit des temps, Israël a décidé par une stratégie que certains territoires, on ne veut plus en faire partie, on ne veut pas que ça fasse partie d'Israël. On est prêt à négocier que ces territoires soient
on parle de la Judée, Samarie et de Gaza, soit une future Palestine. Pour nous, les Israéliens, tout simplement, on ne veut pas s'ajouter encore 2 à 3 millions d'habitants en Israël. On vit dans une démocratie, la mère des démocraties, et on ne pense pas que le pays des Juifs doit du jour au lendemain basculer et être le pays binational. C'est pour ça qu'on a décidé de s'asseoir avec les Palestiniens et de tracer une frontière. J'ai fait partie de ces pourparlers. Jamais on n'a parlé ni de Givat Hamatos, ni de Gilo, ni de Ma'ale Adumim avec tous les Palestiniens, que ça passe depuis Arafat jusqu'à Mahmoud Abbas. Mais non, au-delà des Palestiniens, il y a Yariv Oppenheimer que j'ai vu tout à l'heure ici, ou les États-Unis qui viennent et qui vont nous dicter c'est quoi Israël et où on a le droit de vivre ou ne pas vivre et si on a le droit de construire une maison ou pas et dans quel territoire. C'est inadmissible. C'est pas possible. Aucun pays ne pourrait admettre une telle façon de faire, même si les États-Unis sont le meilleur des alliés d'Israël. Il y a certaines limites que là, ils la dépassent. Ouais, alors justement, quand la Maison-Blanche dit c'est contraire finalement à la volonté affirmée ou affichée par Netanyahou de dire oui, je suis pour 2 États et en même temps de construire à Jérusalem, pour les Américains, ce n'est pas compatible. On ne peut pas tenir ces 2 discours. Et pourtant, les Israéliens trouvent qu'il y a une logique là-dedans. Alors, vous savez, j'avais préparé une analyse donc, de cet échange qui se basait sur les mots-clés en fait, des 2 déclarations. La déclaration des Américains qui effectivement dit ce pas est contraire aux intentions déclarées par Israël et on voit un message donc, voilà, qui est très troublant, etc. Ça va contre l'engagement pour un accord de paix. Les mots-clés de cette déclaration tournent autour des concepts d'engagement, paix. Il parle d'un empoisonnement de l'atmosphère avec les pays arabes, alors que les mots-clés de la réponse de Netanyahou sont totalement différentes. Il parle de liberté d'achat, de propriété privée, de droits individuels, de discrimination. Donc, en fait, il glisse le discours sur le côté légitime, voire légal de ce genre de construction. Ce que vous venez de dire, en fait, quelque part, représente tout à fait ce genre de glissement. Si j'avais pu analyser la déclaration que vous venez de faire, je pense que j'aurais à parler pendant des heures. Vous commencez vos déclarations en disant « nous les Juifs, nous les Israéliens », c'est très incorrect et je dirais voire de mauvaise foi. Vous représentez le Likoud, vous représentez un parti spécifique d'Israël, vous ne représentez à aucun moment la totalité des Israéliens et il y a au moins la moitié qui sont en fort désaccord avec vous et qui ne pensent absolument pas que les frontières d'Israël sont celles du royaume d'Israël il y a 2000 ans et que donc la Judée et la Samarie ne font pas forcément partie d'Israël étant donné qu'elles ont été donc conquises en 67. Donc quelque part ce glissement que vous, comme le Premier ministre Netanyahou, vous faites sur le côté légitimité de construction dans des territoires qui, soi-disant, appartiendraient à Israël pour un certain droit historique, selon la manière dont vous décrivez la situation, ne peut pas être accepté par des États-Unis qui se basent sur le droit international, sur la légalité, non pas sur un droit historique que nous avons sur cette terre. Évidemment, la déclaration d'Israël en 1948, elle s'est faite selon les lois et selon les normes du droit international, pas selon ce que la Bible dicte ou selon le royaume d'Israël il y a 2000 ans. Donc, encore une fois, les États-Unis se basent sur un consensus international qui est le droit international. Le droit international ne vient pas du ciel. Le droit international, c'est une convention entre hommes et femmes, évidemment. Et en tant que convention, ça demande l'accord, le consensus de la majorité des gens. Or, Israël, malheureusement, sous donc, le guide de Netanyahou, du Likoud et de la droite, se trouve en dehors de ce consensus, et là est tout le problème. Nous ne sommes pas dans un consensus international. On peut continuer à dire que nous avons raison et que tout le monde a tort, ou on peut se remettre en question et se dire peut-être que les États-Unis, quand ils disent il y a un problème, on va empoisonner la situation avec les pays arabes, c'est pour dire que si on veut faire une paix, il faut quand même se remettre en question quelque part. Ouais. Alors là-dessus, justement, est-ce qu'un jour vous êtes prêt à accepter l'idée que ça soit au cœur des négociations? Parce qu'il faudra un jour mettre sur la table la question de Jérusalem. D'abord, je suis complètement désaccord avec vous, parce qu'Israël a un Premier ministre, un gouvernement qui est légitime, qui est en droit de décider comment gérer la vie de ce pays. Et plus que tout le gouvernement, non seulement le Likoud, même la gauche, je parle du Parti travailliste, c'était les premiers à crier
fort et haut contre les avis de Obama. Et d'ailleurs, j'ai vu que ceux qui parlent le plus contre Abou Mazen ces derniers temps, c'est le Parti travailliste et les partis qui se trouvent aujourd'hui par rapport à l'histoire des constructions à Jérusalem-Est. Maintenant, par rapport à nos relations avec les Palestiniens, on a un accord qui est très avancé. On parle d'une frontière qui est déjà dessinée. On parle de 96% du territoire qui sont déjà en accord, c'est-à-dire depuis Oslo, depuis qu'on a créé en Israël la possibilité de construire un État palestinien dans nos territoires, alors que jusqu'à Oslo, on parlait d'un État palestinien en dehors d'Israël. Israël est venu et a dit non, on ne pourra pas accepter tellement de gens qui habitent au cœur d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'arriver à un contrat qu'on a appelé Oslo, A, B et C, de se séparer des territoires dans lesquels habitaient les Palestiniens. Les accords de paix sont tout prêts. Il fallait juste signer, que ce soit en 2000 par Arafat ou maintenant par Abou Mazen. On ne parle jamais de Jérusalem, là où les Juifs habitent, c'est pas possible. C'est tellement, je vais vous dire, c'est tellement grave. La seule possibilité qu'on a laissée ouverte dans les accords de paix, c'était E1. C'est ce qui colle Jérusalem à Ma'ale Adumim. À part E1, on ne parle en aucun cas de Jérusalem, là où la municipalité de Jérusalem aujourd'hui gère la ville juive. Je vais vous dire, je vais aller même plus loin d'après ce que vous dites. Si un jour, quelqu'un vient et qui nous dise que il faut reparler de Jérusalem de cette façon, non seulement qu'il faut arrêter de construire, mais parler de négocier Jérusalem, il n'y a plus avec qui parler. On n'est plus là. Et donc, parce en fait, il y a un délire global. Si c'est notre place que vous voulez, on ne peut plus discuter avec vous. Si vous voulez partager un territoire, là où les Arabes habitent, veulent que ça soit la Palestine, et là où les Juifs habitent, ça sera Israël, pas de problème. Mais si c'est nous et notre place que vous voulez, vous nous avez perdu. On revient à nouveau à 91, avant Oslo, qu'il n'y a aucun moyen. À certains endroits ou pas? Personnellement, je pense qu'on peut couper Jérusalem à un certain endroit, mais c'est vraiment un avis personnel. C'est pas l'avis ni du Likoud, ni du gouvernement. Parce que l'avis du gouvernement, il faut comprendre qu'il y a des pourparlers, il y a des négociations, il faut décider dans les chambres de négociation. Mon avis personnel, oui, je pense qu'on peut séparer la ville. Il peut y avoir une ville qui s'appelle Al-Quds ou Jérusalem en arabe, et que ça fasse partie de la Palestine, ou même que ça soit la capitale de la Palestine, mais la ville juive, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est vrai que c'est une erreur que jusqu'à aujourd'hui, les ambassades américaines ou du reste du monde ne se trouvent pas à Jérusalem, mais c'est une erreur historique et c'est à corriger. Mais cette erreur, elle dérive, en gros, si je suis votre raisonnement, d'un délire collectif de la planète où ils ne se sont pas rendus compte que toutes ces terres appartiennent à Israël depuis le jour de la création de l'État d'Israël. Et il n'y a qu'eux qui n'ont pas compris, en fait. Je veux dire, vous nous dites, pour la deuxième fois d'affilée, c'est Israël qui a décidé, qui a eu la gentillesse, quelque part, de décider de se séparer de quelques terres en dessinant des frontières à l'intérieur de ces terres pour permettre aux Palestiniens de faire un État. Israël n'a dessiné aucune frontière. Il s'agit de frontières, je veux dire, c'est les lignes de 67. On dit, c'est pas Israël qui les a inventées. Israël a conquis ces territoires après 67. Je pense que vous êtes à connaissance des faits, mieux que moi, j'imagine. Donc, c'est pas qu'un jour Israël s'est réveillé et a dit, je vais céder une partie de mes terres pour que les Palestiniens fassent un État. Israël a pris possession de ces terres, et comme ces terres sont disputées, eh bien, on parle de les rendre pour pouvoir faire un État palestinien. Cette partie de Jérusalem... Si vous voulez revenir tellement en arrière, Israël a pris possession d'Israël, oui, de Tel Aviv, de Haïfa, de toute Israël. Non, mais restez à 67, il n'y a pas besoin d'aller plus en arrière. Avant 67... 67, ça a existé pour vous. Oui, avant 67 ou après, il n'y a jamais eu un État palestinien. C'est quelque chose que nous... Avec les Palestiniens qui habitent ici, on a décidé de créer un État palestinien. Avant 67, il n'y avait pas un État palestinien qu'on va leur remettre. Nous sommes d'accord, mais ces terres-là, elles n'appartenaient pas à Israël avant 67. Aucun problème. Là, dans ce cas-là, vraiment, on n'a aucun problème. Parce que les territoires qui étaient jordaniens avant 67, avec le Jordanie, on n'a aucun problème. Puisque avec la Jordanie, on a un accord de paix et qui nous cède ce territoire. Israël décide de ne pas que ce territoire ne fasse pas partie d'Israël pour une question de démographie, pour une question de démocratie. C'est tout. Alors, je vous propose d'écouter justement quelques avis. Ce n'est pas un sondage, évidemment, représentatif, mais tout de même, quelques avis justement d'habitants d'Israël à propos des constructions à Jérusalem-Est. Faut-il poursuivre ce genre d'opération? Écoutez. Je pense que chacun a le droit de vivre comme bon lui semble. S'ils veulent construire quelque chose pour le peuple, tant mieux.
je ne sais pas s'il faut continuer ou pas continuer. De toute façon, je ne parle jamais de la politique d'Israël, je ne suis pas israélienne. Ça déjà. Maintenant, quand on est sorti de Gaza, on pensait que ça allait apporter la paix. C'est contraire à notre intérêt national de provoquer la communauté internationale juste pour construire quelques maisons. Ce que fait le gouvernement fait tout pour avoir la paix. Si demain c'est une solution en voyant les Palestiniens, si c'est le prix à payer pour avoir la paix, arrêter construction, oui, pourquoi pas. Mais vraiment pour avoir la paix, mais je ne sais pas si on l'aura quand même. Voilà donc les avis évidemment parce qu'on parle de paix mais aussi de tensions puisque Jérusalem-Est cristallise beaucoup les tensions également. Et témoin ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a d'abord eu un nouvel incident de jet de pierre sur une voiture conduite par une femme qui est israélienne juive et dont les 2 enfants ont été blessés. Cela se passe à Jérusalem-Est. Et puis autre incident plus grave, 2 jeunes Palestiniens de 20 ans qui ont été interpellés en possession d'explosifs et d'armes à feu. Sans doute un acte terroriste en préparation qui a été déjoué. Cela se passe à Tapouar, le checkpoint de Tapouar, donc en Cisjordanie, tout près de Jérusalem, là où on va retrouver justement notre envoyé spécial Maxime Pérez. Bonsoir Maxime, avec vous justement les détails de cette interception qui s'est déroulée là où vous vous trouvez. Oui, une interception qui a eu lieu en milieu d'après-midi aux alentours de 15h45, 2 jeunes Palestiniens qui s'approchent donc de ce carrefour de Tapouar où se trouve un important checkpoint. C'est un axe routier extrêmement sensible, fréquenté par beaucoup d'automobilistes palestiniens et qui aussi donne la possibilité d'accéder à 2 grandes villes israéliennes que sont Tel Aviv et Jérusalem. Ces 2 Palestiniens s'approchent du checkpoint. Ils sont jugés suspects par les gardes frontières en poste et l'un d'entre eux leur demande de s'arrêter. C'est alors qu'un Palestinien sort une arme de sa poche, un revolver. Il est immédiatement appréhendé lors de leur fouille. Eh bien, les gardes-frontières israéliens vont retrouver sur eux un sac avec à l'intérieur pas moins de 3 charges explosives. Et ce soir, très clairement, les forces de sécurité israéliennes parlent d'un attentat d'envergure qui a été déjoué ici dans ce carrefour de Tapouar, au nord de la Cisjordanie, près de la ville de Naplouse. Vous dire également que l'état d'alerte va être élevé ce soir à son plus haut niveau en prévision des fêtes de Yom Kippour, du Grand Pardon, et qu'un bouclage strict de la Cisjordanie, des entrées notamment des principales localités palestiniennes, va être imposé jusqu'à la sortie de la fête par crainte justement de possibles débordements ou d'attentats. Merci Maxime Pérez, donc en direct de ce checkpoint de Tapouar. On va écouter justement le témoignage d'un des officiers de police qui a mené cette interception tout à l'heure. Témoignage recueilli justement par Maxime Pérez. Cet après-midi, 2 suspects sont arrivés depuis Naplouse vers le checkpoint de Tapouar. Les suspects ont éveillé les soupçons des policiers déployés sur place. Les policiers ont donc décidé d'effectuer une fouille approfondie. Au cours de cette fouille, 3 charges explosives artisanales ont été trouvées, ainsi qu'une arme fabriquée, 2 couteaux et des téléphones. Voilà donc illustration de ces tensions qui existent quotidiennement effectivement en Cisjordanie et notamment dans le secteur de Jérusalem-Est. Alors un mot quand même de la situation parce on est parti évidemment de l'entretien Obama-Netanyahou d'hier soir à la Maison-Blanche qui a tourné donc autour de ce problème. Quand les Américains disent aux Israéliens attention, vous pourriez avec ce genre d'initiative froisser jusqu'à vos plus proches alliés, donc ils parlent là des Américains clairement. C'est quoi? C'est une forme de pression qui est mise là sur Israël? Mais ils essayent, les Américains en tout cas, d'un côté ils ont envie de dire aux Israéliens qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, de l'autre côté ils n'arrêtent pas de souligner encore et encore le fait que les Israéliens et les Américains sont les alliés les plus forts et que évidemment rien ne peut secouer cette alliance. C'est un moment très délicat au Moyen-Orient où les États-Unis partent avec cette campagne contre Daesh pour en gros rentrer quelque part encore plus au Moyen-Orient. Ils ne peuvent pas se permettre de se battre, disons, quelque part avec Israël. Ils ne peuvent pas se permettre de froisser les relations plus que
plus qu'une certaine mesure. Mais d'autre part, les États-Unis sont profondément contre ce genre de politique et c'est pas nouveau. Obama, il n'est pas d'accord avec la politique que Netanyahou mène avec la Cisjordanie, en tout cas avec les négociations de paix qu'il y a eu, avec certaines réactions de ce gouvernement par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie. Donc voilà, ils essayent de trouver un certain équilibre qui s'exprime dans le dialogue, voilà, en disant de manière pas tout à fait ouverte qu'Israël risque de froisser ses alliés les plus proches. Il faut aussi prendre en considération le fait que ce que nous on appelle un dialogue, en réalité c'est pas un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations de la Maison-Blanche, il y a des déclarations du Premier ministre, on a l'impression qu'ils se répondent les uns les autres, mais la vérité c'est que chacun fait une déclaration qui est indépendante. Du coup, ça permet à chacun de dire un certain nombre de choses qui est comme gravé dans la pierre. Et après, l'autre côté peut répondre, peut faire glisser le discours un peu ailleurs, ce que les deux côtés font assez souvent. Et donc, on a l'impression d'être face à un dialogue, mais très souvent, ce n'est pas vraiment un dialogue, c'est chacun ramène la couverture de son côté pour essayer de dire en fait la sienne. Voilà, quelque part de montrer son côté. Et notamment côté israélien, la réponse aujourd'hui, c'est de dire finalement vous pouvez effectivement protester à Washington, mais on continuera de construire. C'est ce qu'ont dit à la fois Netanyahou et le maire de Jérusalem, Nir Barkat, aujourd'hui. Cette fois-ci, on dit même plus. On dit que les déclarations américaines sont irresponsables parce que ça entraîne ce qu'on voit tout de suite, le même jour, quelques heures plus tard, des Palestiniens qui viennent dans les implantations et qui se disent la vie des gens qui habitent, des Juifs qui habitent dans les implantations est permise, même par le président américain. C'est faux, c'est irresponsable, c'est même, à mon avis, des idioties. Mais tout ça, c'est pour cacher autre chose. L'Amérique, aujourd'hui, n'arrive pas à combattre Daesh. Daesh se trouve dans les villes d'Irak, dans les villes de Syrie. On ne peut pas bombarder les villes parce qu'il y a des citoyens. Dans cette guerre, ce n'est pas les États-Unis qui gagnent, puisque je vois que Daesh s'est rapproché à 2 kilomètres de Bagdad. Par rapport à l'Iran, c'est encore pire. Au lieu de régler des problèmes, ou même on a proposé à l'Iran, quand je dis on a proposé, l'Occident a proposé à l'Iran que si vous voulez de l'énergie atomique, on vous la donne, on vous la vend au prix de revient. L'Iran, non, ne veut pas d'énergie atomique, elles veulent une bombe atomique. Et les États-Unis se trouvent très faibles. Les États-Unis se trouvent très faibles par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Poutine qui réagit comme Hitler il y a 60 ans, qui prend les territoires qu'il veut comme il veut. Et dans le monde, on peut parler ou dire ce qu'on veut, mais le monde occidental aujourd'hui est très faible. Merci beaucoup Michel Benami, merci Nadia Ellis. On parlera justement de l'État islamique dans un instant, dans la suite du Grand Direct. Et puis bien sûr on va se quitter avec une petite pause et en vous remontrant ces images d'Hong Kong dont on parlera également dans un instant. Vous voyez que les manifestants sont toujours présents ce soir malgré l'ultimatum qui expire dans quelques heures. Restez avec nous, le Grand Direct continue. Nouvelle querelle entre les États-Unis et Israël à propos de la construction de logements à Jérusalem-Est. En Israël aujourd'hui et tout près de Jérusalem-Est justement, 2 Palestiniens de 20 ans ont été arrêtés en possession d'armes et d'explosifs. C'est sans doute un attentat qui a été déjoué par la police israélienne. Le Parlement turc vient de voter pour l'entrée du pays dans la coalition contre les djihadistes et l'État islamique, et ce au moment où la ville kurde de Kobané est sur le point de tomber aux mains de l'EI. À Hong Kong, l'ultimatum des autorités aux manifestants expire ce soir. Crainte d'une intervention musclée des forces de l'ordre, mais ouverture également d'un dialogue entre les autorités et les contestataires. La coalition chargée de lutter contre les djihadistes de l'EI en Irak et en Syrie va donc recevoir un soutien de poids ce soir. La Turquie, pays frontalier, vient de recevoir le feu vert de son Parlement pour entrer dans cette coalition. Reste à savoir maintenant quelle forme va prendre la participation de la puissante armée turque dont les intérêts sont parfois troubles dans la région. Leslie Rezouguet. Un débat à huis clos et un vote sans surprise. La Turquie va rejoindre la coalition dirigée par les États-Unis pour lutter contre l'État islamique. Longtemps soupçonné d'aider l'avancée des djihadistes en Syrie pour déstabiliser le régime de Bachar el-Assad, la Turquie rejoint donc les 12 autres pays qui combattent militairement.
À l'initiative du texte, le président Recep Tayyip Erdogan est revenu mercredi sur la nécessité d'intervenir rapidement. Face à la terreur, en tant que nation, nous sommes ouverts et prêts à toute coopération. Mais tout le monde doit savoir que la Turquie n'est pas un pays qui se satisfera de solutions temporaires. Cette décision devrait permettre aux soldats turcs de mener des opérations au sol. Des soldats étrangers pourraient également être autorisés à stationner sur son territoire. Un revirement d'Ankara amorcé après la libération le 20 septembre dernier de 46 otages turcs retenus en Syrie et en raison de la pression à sa frontière. Alors que les combats se poursuivent en Syrie, des milliers de réfugiés continuent d'affluer à la frontière turque. Malgré tout, les soupçons continuent de peser sur le pays. Alors que les combattants kurdes, les Peshmerga, luttent aux côtés de la coalition contre l'État islamique, la position d'Ankara est plus ambiguë que jamais. La Turquie tâche en effet depuis longtemps d'étouffer tout sentiment national chez cette minorité largement présente dans le pays et n'hésite pas à combattre militairement les militants indépendantistes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Alors, ce vote du Parlement turc en faveur d'un engagement militaire va-t-il faire basculer les opérations en cours? On va en parler avec le politologue spécialiste de la Turquie, Ali Kazantigil, qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pourquoi est-ce que la Turquie a autant hésité avant de s'engager au sein de cette coalition? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord une question dont vous avez rendu compte, c'est la question kurde. Il y a des négociations entre le PKK kurde et le gouvernement turc, mais avec le chaos qui règne en Syrie et en Irak, les Kurdes syriens, les Kurdes irakiens et les Kurdes turcs commencent à se constituer en quelque sorte une espèce de coalition ou une alliance qui, semble-t-il, fait peur au gouvernement turc qui craint évidemment que les Kurdes de Turquie demandent l'indépendance avec les Syriens et les Irakiens. Alors, il y a ce paramètre-là qu'il faut comprendre. Deuxième paramètre de longue durée, c'est toujours cette rivalité entre les deux puissances de la région, l'Iran et l'Iran et la Turquie. Or, l'Iran a pris l'avantage ces temps-ci et les Turcs craignent beaucoup que la Syrie, l'Irak, le sud de Liban, le Yémen et tous ces pays-là tombent sous la coupe de l'Iran. Et il y a cette dimension aussi. Et finalement, il y a aussi un autre aspect, c'est que, à tort ou à raison, Erdogan considère que son pays est une grande puissance et qu'elle ne doit pas être instrumentalisée, quelles que soient les raisons, les causes, etc., par d'autres puissances, essentiellement par les Américains, bien sûr. Il ne veut pas donner l'impression que la Turquie est un outil des États-Unis contre les djihadistes ou contre quiconque, si vous voulez. Il y a ces facteurs-là qui expliquent, mais il y a plus que ça. En tout cas, la Turquie, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre émission, a eu, encore maintenant aujourd'hui peut-être, une attitude ambiguë face aux djihadistes. Et c'est quand même assez soucieux parce que un jour ou l'autre, ces djihadistes peuvent se retourner contre la Turquie aussi très facilement. La frontière turco-syrienne a toujours été extrêmement poreuse. Les populations d'un côté et de l'autre sont de même ethnie, de même langue, etc., etc. Donc ça peut être très difficile pour la Turquie. Alors justement, que vaut aujourd'hui l'armée turque? Parce qu'on voit que Erdogan semble prêt à une opération d'envergure, donc peut-être même envoyer des troupes au sol. Est-ce que l'armée turque aujourd'hui est capable de prendre une telle initiative? Je pense que oui. Encore que, quelles que soient les faiblesses ou les forces de l'armée turque, elle se retrouve devant le même dilemme que les Français, les Américains, tout le monde. C'est-à-dire est-ce qu'on peut combattre ces djihadistes avec des soldats d'une armée régulière dans des territoires où ils ont parfois le soutien de la population? C'est toute la question est là, si vous voulez. Alors, beaucoup de gens disent, par exemple, le ministre des Affaires étrangères de France, Laurent Fabius, a dit l'autre jour, notre but, c'est de bombarder, etc., mais de faire en sorte que les populations de ces pays, de l'Irak et de la Syrie et tout ça, luttent elles-mêmes contre les djihadistes. Bien sûr, mais enfin, c'est un vœu pieux.
Alors, je ne pense pas que l'armée turque résoudra le problème, pas plus que l'armée française ou l'armée anglaise ou l'armée américaine. Merci beaucoup Ali Kazantzigil. Je rappelle donc que vous êtes politologue, auteur de plusieurs livres d'ailleurs sur la Turquie et notamment la Turquie aux éditions du Cavalier Bleu. Vous étiez en direct avec nous, merci à vous. Sur le terrain, justement en Syrie, la ville d'Ain el-Arab, également appelée Kobané par les Kurdes, est toujours assiégée de très près par les groupes armés de l'État islamique. Les leaders kurdes ont d'ailleurs appelé aujourd'hui la Turquie toute proche à ne pas laisser tomber cette ville aux mains des djihadistes. Léa Berdugou. Malgré les frappes de la coalition, les djihadistes poursuivent leur avancée en Syrie. À Kobané, ville kurde près de la frontière turque, les habitants ont quasiment tous fui et tentent de rejoindre la Turquie. Selon l'OSDH, entre 80 et 90% des résidents de la ville sont désormais déplacés ou réfugiés. Ils craignent un assaut des djihadistes, une prise qui semble imminente. Les membres de l'État islamique se situeraient à quelques centaines de mètres de la ville. Pourtant, depuis 2 semaines, les forces kurdes tentent avec acharnement de repousser les combattants de l'EI, mais la progression des djihadistes n'est pas freinée par cette résistance. Selon l'OSDH, les combattants kurdes inférieurs en nombre et en armement ont été obligés de se retirer de la ligne de front à l'ouest de Kobané pour pouvoir défendre la ville elle-même. Ils seraient même prêts à des combats de rue si les djihadistes entraient dans la ville. Une avancée en constante progression. Face à cela, la coalition tente tant bien que mal de détruire les bases de l'EI. Depuis le 8 août, environ 250 frappes ont été menées en Irak et autour de 80 en Syrie. En orange sur la carte, les territoires contrôlés par l'État islamique qui ne cessent de s'étendre. En jaune, des zones favorables aux djihadistes. Et leurs attaques se multiplient comme ce jeudi en Irak où l'État islamique a pris pour cible des bases de l'armée et de la police dans l'ouest du pays. Au moins 17 membres des forces de sécurité ont été tués et 40 djihadistes sont morts dans des combats. Vous vous souvenez sans doute de la disparition du lieutenant de l'armée israélienne Amar Goldin. C'était lors d'une attaque dans la bande de Gaza en août dernier, à la toute fin de l'opération Bordure Protectrice. C'est une véritable hantise pour Tsahal. L'enlèvement d'un soldat, même mort, déclenche immédiatement une procédure connue sous le nom de code Hannibal et utilisée ce jour-là d'ailleurs dans la bande de Gaza. Reportage Mathias Inbar. Son nom, protocole Hannibal. Sa mission, tout doit être mis en œuvre pour éviter que des soldats de Tsahal soient kidnappés, même si cela signifie les mettre en danger. C'est l'un des protocoles censés être les plus secrets et surtout les plus controversés de l'armée israélienne. L'un de ses rédacteurs, le général Yaakov Amidror, est le seul à avoir accepté de nous parler. C'est au contraire l'un des protocoles les moins secrets de l'armée israélienne, puisque chaque soldat combattant connaît son existence. Il a pris naissance au moment des premiers kidnappings par le Hezbollah de nos soldats dans les années 80. L'idée de base était que chaque soldat puisse utiliser tous les outils et les moyens pour empêcher un kidnapping, peu en importe le prix. Mais contrairement aux rumeurs, aucune permission n'a été donnée pour tuer des soldats kidnappés. Et selon les premiers témoignages, l'armée israélienne aurait justement utilisé ce protocole pour tenter de contrecarrer la capture du lieutenant Hadar Goldin à Rafah le 1er août dernier. Enlevé par des commandos du Hamas, certains experts affirment aujourd'hui qu'il était encore vivant au moment où l'armée de l'air israélienne a frappé plus de 100 fois en moins d'1 heure sur un périmètre d'1 km². La question se pose, le protocole Hannibal a-t-il été appliqué ? Le Hamas, le Hezbollah et d'autres doivent savoir qu'à partir du moment où ils kidnappent un soldat, ils ne peuvent pas être des électrons libres et prendre la fuite, même si cela doit passer par risquer la vie de nos propres soldats. La question est de savoir où est la frontière entre éviter un kidnapping à n'importe quel prix et risquer la vie de ce soldat. Peut-on alors parler d'éthique pour un tel protocole ? La réponse est sans équivoque pour cet ancien général. Hors de question, nous demandons à nos soldats de prendre des risques, car c'est l'essence même d'une opération militaire. Je dirais même que c'est l'ADN de la stratégie militaire que de prendre des risques lorsque nous envoyons des soldats en opération. Parfait exemple, 2009, opération Plomb durci. Quelques minutes avant l'entrée des forces de Tsahal dans Gaza, le commandant de l'unité Golani prévient ses troupes. Filmé à son insu, il prévient ses soldats contre toute tentative d'enlèvement.
Aucun soldat de notre unité ne se fera kidnapper, en aucun cas, en aucun prix, même si cela signifie déclencher sa propre grenade au milieu de ses ravisseurs, même si cela signifie que vous allez tirer sur la voiture dans laquelle est votre camarade. Alors c'est justement dans cette partie sud de la bande de Gaza que se trouvait cet été l'unité de combat Givati. 3 de ses officiers ayant participé à l'opération Bordure Protectrice viennent de se donner la mort en l'espace de quelques semaines. Phénomène suffisamment inquiétant pour susciter une réaction de l'état-major qui organise un soutien psychologique aux soldats qui rentrent du combat. Reportage Maël Benoliel. Un drame qui brise le tabou. 3 soldats de la même unité combattante de Tsahal, celle de Givati, ont mis fin à leur jour. Leur arme de service aurait été retrouvée à proximité de leur corps sans vie. Ces 3 soldats avaient participé à la dernière opération militaire dans la bande de Gaza. Pour ce psychiatre et ancien responsable de la santé mentale dans Tsahal, ces suicides ne seraient pas liés a priori à leur participation à Bordure Protectrice. La guerre, le combat ne sont pas des causes de suicide. Je ne me souviens pas d'un tel cas dans toute ma carrière. Donc il vaut mieux attendre les résultats de l'enquête afin de comprendre ce qu'il s'est passé, car dire que des soldats se sont suicidés parce qu'ils ont combattu à Gaza me paraît tout simplement illogique. En revanche, il est possible que, et là j'émets juste une hypothèse car je ne connais pas les détails de ces dossiers et qu'il vaut mieux attendre les résultats de l'enquête, qu'il existe un phénomène de suicide par imitation. Un effet domino, un premier suicide provoquerait les 2 suivants. Une première piste pour tenter d'expliquer le geste de ces 3 soldats. Pourtant, en 2006, Tsahal a mis en place un programme de prévention des suicides qui aurait permis de réduire de 70% le nombre de suicides dans l'armée, avec la mise en place d'un centre d'appel d'urgence. Mais ici, à Iran, depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice, on constate une nette augmentation des appels. Bien sûr qu'une opération militaire comme Bordure Protectrice peut laisser des traces. Nous recevons des milliers d'appels à l'aide par an ici, des centaines par mois, et pendant Bordure Protectrice, il y a eu une augmentation des appels à l'aide de la part des soldats en service ou des soldats réservistes. Il y a par exemple ce soldat réserviste qui nous a confié qu'il a été 30 jours à Nahal Oz et que depuis qu'il est rentré, il n'arrive plus à dormir la nuit, sans se réveiller au moins 2 fois, qu'il fait toutes les nuits des cauchemars, qu'il a des nausées, un manque d'appétit, qu'il se sent déconnecté de sa vie et que sa femme ne le reconnaît plus. Un stress post-traumatique qui entraîne des troubles et qu'il est important d'identifier au plus tôt. Malgré l'existence d'associations comme Eran et les nombreux efforts de Tsahal pour tenter de prévenir et d'éviter le passage à l'acte, le suicide constitue pourtant la première cause de mortalité chez les soldats de l'armée israélienne en dehors des périodes d'opérations militaires ou de guerre. À Hong Kong, les autorités ont demandé aux manifestants d'évacuer les lieux qu'ils occupent depuis plusieurs jours. Mais vous le voyez sur ces images, eh bien, rien n'y fait. Les manifestants restent très nombreux et mobilisés dans le centre de cette grande mégapole considérée comme une des places fortes de la finance internationale. La crainte d'une évacuation par la force est tout de même très présente ce soir. Mais les autorités ont annoncé dans le même temps l'ouverture d'une négociation avec les leaders de ces manifestations. Léa Volbert. Le bras de fer continue et se durcit à Hong Kong. Ce jeudi, les manifestants pro-démocratie ont appelé à la démission du chef de l'exécutif, Ling Chun-ying. L'ultimatum est fixé au milieu de la nuit, faute de quoi les contestataires menacent d'intensifier le mouvement. Dans un récent communiqué, les autorités, soutenues par Pékin, ont appelé les manifestants à se disperser pacifiquement et à mettre un terme à la fronde. Mais qui peut y mettre un terme? À mon avis, c'est le gouvernement. S'il peut répondre sincèrement à nos questions et à nos demandes, je pense que l'occupation s'arrêtera. Cela veut dire que Ling Chun-ying doit démissionner immédiatement et donner à Hong Kong l'occasion de discuter à nouveau d'une réforme constitutionnelle.
Outre la démission du chef de l'exécutif, les frondeurs réclament l'instauration du suffrage universel plein et entier en 2017. Depuis dimanche dernier, la révolution des parapluies paralyse totalement Hong Kong. Des milliers de personnes bloquent non seulement les accès aux bâtiments administratifs, mais également les routes. L'activité économique pâtit fortement de ce blocus et les premières voix dissonantes commencent à se faire entendre. La majorité silencieuse n'est pas morte. Nous soutenons la police car elle a beaucoup souffert ces dernières semaines et ça continue. Nous ne voulons pas que l'économie de Hong Kong subisse des pertes à cause de ces gens. Ils ne nous représentent pas du tout. Mais les autorités sont scrupuleusement observées par la communauté internationale. Au premier jour de l'insurrection, les méthodes de la police et notamment l'utilisation de gaz lacrymogène avaient soulevé beaucoup de réactions à travers le monde. Aujourd'hui, si aucune des deux parties ne semble disposée aux concessions, le gouvernement chinois a toutefois affirmé tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle confrontation. Au Nigeria, le chef du groupe islamiste Boko Haram, que l'on annonçait mort lors d'un bombardement il y a de cela plusieurs semaines, a fait sa réapparition aujourd'hui dans une vidéo. Il affirme être toujours à la tête d'un califat islamique dans le nord du Nigeria et continue de défier ce même gouvernement. Léa Berdugo. Le chef de Boko Haram est bien en vie, vidéo à l'appui. Aboubacar Shekau est réapparu dans un nouvel enregistrement jeudi. L'armée avait affirmé la semaine dernière que le chef de Boko Haram était mort, mais les États-Unis, comme de nombreux experts, avaient mis en doute cette information. Aboubacar Shekau avait déjà été donné pour mort par des responsables des forces de l'ordre locales et à chaque fois, il était réapparu en vidéo. Dans cette dernière intervention, il vante l'application de la charia dans son califat islamique au nord-est du Nigeria. En toile de fond, le drapeau noir frappé du sceau du prophète Mahomet, emblème des djihadistes dans le monde. Le chef de Boko Haram réaffirme ici l'existence de son califat. Nous menons notre califat, le califat islamique. Nous suivons le Coran. Nous tranchons les mains de ceux qui ont commis un vol. Vous verrez. Nous avons tué la personne qui a commis l'adultère. Nous avons fouetté celui qui a menti. Nous pratiquons maintenant les injonctions du Coran sur la terre d'Allah. La vidéo montre également des débris provenant de l'aile d'un avion aux couleurs de l'armée nigériane. Shekau affirme que Boko Haram a abattu un avion des forces aériennes recherché depuis plusieurs semaines. L'armée de l'air a de son côté affirmé que l'avion disparu n'avait pas encore été retrouvé. Son porte-parole a qualifié les propos de Boko Haram de pure propagande. Aux États-Unis, après le premier diagnostic d'un patient atteint du virus Ebola hors d'Afrique, ce sont plus de 80 personnes qui sont actuellement sous surveillance au Texas et le nombre pourrait s'accroître puisque des enfants de plusieurs écoles pourraient également être concernés. Toutes ces personnes auraient été en contact avec le patient qui revenait d'un voyage au Libéria où il a vraisemblablement contracté la maladie. Il est hospitalisé dans un état jugé sérieux à Dallas. Sarah Gaudron. Thomas Eric Duncan était en provenance du Libéria, mais cela n'aura pas suffi à alerter l'équipe médicale de l'hôpital de Dallas. En visite chez sa petite amie et ses 5 enfants, il est pris de vomissements et de fièvre. Il se rend aux urgences qui le renvoient chez lui avec des antidouleurs et des antibiotiques censés lutter contre l'infection virale bénigne qu'on vient de lui diagnostiquer. Mais 4 jours plus tard, il sera finalement mis en quarantaine. 2 laboratoires confirmeront sa contamination au virus Ebola. La suite est digne d'un scénario de film. C'est tout un processus d'identification et de surveillance de tout le réseau de contacts du malade qui a dû se mettre en place. Nous savons qu'il peut y avoir des membres de la famille, 1 ou 2 ou 3 autres membres de la communauté. Et nous sommes là pour faire un complément d'enquête afin d'identifier toute autre possibilité. Notre approche dans ce genre de cas est de ratisser large pour s'assurer que nous identifions même les gens qui n'auraient peut-être pas eu de contact direct. Nous préférons être en excès de sécurité. Et déjà, plusieurs dizaines de personnes ont été identifiées, dont les 5 enfants de sa compagne. Tous aujourd'hui sont en quarantaine. Les camarades de classe invités à rester chez eux. J'ai reçu un appel du système automatisé évoquant 5 étudiants de 5 différentes écoles. L'un d'entre eux est dans son école, alors je suis venue le chercher juste par mesure de précaution. Mais les autorités tentent de se montrer rassurantes.
Nous avons confiance en l'infrastructure médicale sophistiquée des États-Unis pour répondre aux besoins des individus qui ont contracté Ebola et pour mettre en place les protocoles permettant d'éviter une épidémie d'Ebola aux États-Unis. Et les centaines de passagers de l'avion qu'a pris Thomas Eric Duncan ainsi que les milliers de personnes qui l'ont croisé durant son escale à Bruxelles peuvent se rassurer. Il n'était pas contagieux lors de son voyage. Pour le moment, les autorités affirment que la situation est sous contrôle, ce dont semble douter Wall Street. Les stocks américains ont clôturé en forte baisse. Les actions des compagnies aériennes ont chuté de 2,5%. Il s'agit des deux fêtes les plus importantes de l'année dans chacune des religions juives et musulmanes. Et hasard du calendrier, eh bien, elle tombe cette année le même jour. Demain pour l'Aïd al-Fida, alors que la fête juive du Kippour commencera demain soir. En Israël, la police a prévu des renforts d'effectifs dans les villes où cohabitent juifs et arabes pour éviter des tensions qui étaient apparues ces dernières années. Shahar Peled avec Léa Volbert. Hasard du calendrier, cette année, les fêtes de Kippour, jour du grand pardon chez les Juifs, et l'Aïd, la fête musulmane du sacrifice, tomberont le même jour. Mais la fête juive est un jour de repentance, un jour de jeûne et de prières intensives. La fête musulmane, en revanche, prend des allures de festival. Célébrée dans tout le monde musulman, on y consomme de la viande sur fond de musique traditionnelle. Mais après un été d'affrontement entre Israël et le Hamas, les Gazaouis redoutent de ne pas pouvoir observer la fête. Ce n'est pas comme les autres années. Il n'y a pas d'électricité, les gens sont fatigués de la guerre. Certains n'ont plus de maison, ils ne peuvent pas faire le sacrifice car ils n'ont pas où conserver la viande. Certains militants pour la coexistence craignent quant à eux un malentendu. En effet, des juifs pratiquants pourraient prendre les festivités publiques de l'Aïd pour une provocation. Autre risque, celui d'affrontements violents dans les villes israéliennes mixtes comme Acre ou Jérusalem, où la police devrait renforcer considérablement ses effectifs. Les autorités ont donc appris la leçon. En 2008, à Acre, des Juifs avaient lancé des pierres sur un motard arabe qui s'était égaré dans le quartier. Les Juifs n'ont en effet pas le droit de conduire pendant ce jour sacré. Cette année, des tracts en hébreu et en arabe seront distribués dans les rues de la ville, appelant au respect et à la tolérance envers les religions et les traditions. À Jérusalem, des centaines de policiers auront pour tâche de séparer les fidèles arabes et juifs venus prier en masse. La tension sera encore plus ressentie sur le mont du Temple. 40 000 musulmans viendront prier à la mosquée Al-Aqsa, tandis que des dizaines de milliers de juifs afflueront vers le mur des lamentations situé juste en dessous. L'est de la ville est encore sous le coup des tensions de cet été. La police et les jeunes Palestiniens s'y affrontent encore quotidiennement. Dans les deux camps, on craint de voir la situation exploitée par des groupes marginaux. Les forces de l'ordre ont donc un long week-end en perspective. Allez, on va parler musique tout de suite. Musique avec une chanteuse israélienne qui s'est fait connaître et qui est même devenue très populaire, notamment en France. Il s'agit de Keren Han. Mais bizarrement, elle n'était plus revenue chanter en Israël pendant plus de 3 ans. C'est chose faite désormais. Et elle a d'ailleurs accepté de se confier aux caméras de Culture Le Mag sur i24 News. Écoutez, regardez. Keren Han aime la France et la France le lui rend bien, avec les honneurs. À l'issue de son dernier concert à Tel Aviv, au Guécher de Jaffa, l'ambassadeur de France en Israël lui a accroché sur son t-shirt bien rock les insignes de chevalier de l'ordre, des arts et des lettres. Les raisons pour lesquelles, selon la France, selon le peuple français, selon le gouvernement français, Keren Han a bien mérité de la patrie française en recevant ce soir cette distinction. C'est un moment un peu intime. Après un concert, on est toujours un peu avec l'adrénaline du concert. Et en fait, ça m'a beaucoup touché tout ce qu'il a dit. Keren Han venait de donner 2h30 de concert mi-rock, mi-folk, faisant monter sur scène ses amis Shlomi Shaban et la chanteuse Roni Alter. Entourée de musiciens chevronnés, elle a enchanté son public israélien avec un programme en hébreu, en anglais et bien sûr en français. On s'embrassait.
Sa relation avec l'Hexagone ne date pas d'hier. La petite néerlandaise née à Césarée en Israël fait vibrer depuis 14 ans le public bleu-blanc-rouge avec ses intonations langoureuses et sa voix sensuelle. C'est son travail sur l'album d'Henri Salvador, Chambre avec vue, et plus particulièrement sa chanson Jardin d'hiver, qui va la révéler au grand public. Et si désormais sa notoriété est mondiale, son succès est marqué par son attachement à la France, sa langue, sa culture, qu'elle a découvert via la musique. J'étais vraiment bercée par Gainsbourg, par François Hardy, par Henri Salvador, par plein d'artistes français que j'aime. Et donc je suis arrivée en France à l'âge d'enfant. Je ne parlais pas un mot de français, mais je connaissais beaucoup de chansons en français. Donc c'était un peu ma manière d'apprendre le français à travers les chansons. Les collaborations de Keren avec des artistes français sont nombreuses, à commencer par son complice Benjamin Biolay. On compte aussi Alain Bachung, Emmanuel Seigné, Dorian ou encore Dave. Depuis 2003, son tube I'm Not Going Anywhere a propulsé Keren sur la scène des stars du rock folk. Nominée en 2004, puis en 2005 aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine de l'année, par 2 fois, elle a manqué son rendez-vous avec les Français. Cette inscription à l'ordre des arts et des lettres fait-elle figure de mini-lot de consolation ? C'est une belle médaille en tout cas pour cet artiste francophone et surtout francophile. Voilà, reportage signé David Gombin. On va se retrouver dans un instant pour le débat du grand direct consacré donc à l'info de la soirée. La Turquie qui vote en faveur de son entrée dans la coalition contre l'EI. A tout de suite.